Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend. Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour via le chat pour que je sois rassuré sur ce point? Et merci d'être présent pour ce séminaire organisé par la société Audace Digital Learning. Euh, Audace est une société spécialisée dans la conception et la réalisation de modules de formation e-learning, de service game et d'expériences immersives. Je suis Jérôme Poulain. C'est moi qui vais vous accompagner aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Je suis directeur associé de la société et je cumule une expérience dans le domaine de la communication et de la pédagogie, euh, et ainsi que 27 ans au service de mes clients pour la conception et la production d'outils de formation dans les domaines de l'industrie, de la santé et bien d'autres, euh, en essayant effectivement au quotidien d'obtenir l'engagement de l'apprenant, qui est quand même ce que nous recherchons tous afin d'améliorer les taux de mémorisation ainsi que la compréhension des notions par les apprenants. Alors, pour faire ça, on va parler d'immersion. L'immersion, on l'imagine naturellement à chaque fois avec un casque de réalité virtuelle, parce que c'est naturel, mais l'immersion, ce n'est pas que ça. L'immersion, ce sont tous les outils, tous les moyens qui sont mis à notre disposition pour que l'expérience apprenante soit plus riche et plus engageante. Dans ces solutions, un premier élément est la narration. La narration et la qualité de la scénarisation sont des enjeux forts pour que l'apprenant puisse s'engager dans sa formation. Le storytelling est un atout majeur. Il permet de raconter une histoire, il donne un contexte, il donne du sens au contenu, et donc il le rend plus engageant et plus mémorisable. On aime chez Audace apporter un concept. Alors c'est quoi un concept créatif? On confond souvent le concept et l'idée. Il faut avoir en tête que un concept est composé de multi-idées. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le reconnaît, puisqu'un bon concept peut être décliné en plusieurs idées successives. Par exemple, on peut créer pour un client un concept de décalage narratif en utilisant des films connus du grand public et de notre cible, et décliner ces films, décliner les concepts de ces films au travers d'idées qui vont être en fait la représentation métaphorique d'un message qu'on souhaite faire passer auprès de l'apprenant. Vous voyez ici, par exemple, comme exemple, on va utiliser pour un client pour qui on décline ce type de contenu, un contenu de type Men in Black, l'histoire va être déclinée pour, en fin de compte, faire passer le concept de la loi Sapin 2. Et l'histoire, en fait, va être suivie par l'apprenant, ce qui va l'engager véritablement à la fois dans l'histoire, mais en même temps simplifier une sorte de médiation entre la connaissance et la capacité de compréhension de l'apprenant. Ça n'est plus également la fourniture de retours immédiats sur les actions, un point important, on va y revenir plusieurs fois dans le cadre de ce webinaire. Alors pourquoi de réaction immédiate? Parce que chez Audace, on n'aime pas trop le modèle je transmets la connaissance et je teste à la fin au travers d'un quiz. Pourquoi? Parce que pendant tout le temps du module, euh, la personne peut avoir mal compris ou s'être forgé une connaissance ou une approche simplement de la notion qui est erronée. Et c'est simplement à la fin, lors du quiz, qu'effectivement, on va se rendre compte qu'elle n'a pas le niveau, qu'elle n'a pas compris. Or, toute la formation qu'on a fait avant sera du coup bonne à refaire, puisque ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas eu l'objet, ça n'a pas eu le résultat de la médiation escomptée. Et dans ce cadre-là, il est beaucoup plus favorable au fur et à mesure, tester la connaissance de l'apprenant, tester sa compréhension de la notion,
pour passer de séquence en séquence en étant sûr que la notion précédente ait été acquise. Le test en lui-même final viendra montrer que le résultat de l'apprenant sera bon, mais il sera bon aussi parce qu'effectivement, on a construit toute cette phase de connaissance, évaluation successive. Et donc, dans ce cadre-là, une autre porte s'ouvre, c'est la personnalisation du module. La plupart des modules e-learning sont créés pour une seule cible, mais le même contenu pour tous. Nous pensons chez Audace qu'il est possible de construire un module, mais qui est séquencé de manière à ce que l'expérience apprenante puisse être différente. Comment? Eh bien, justement, grâce à ces évaluations successives, l'évaluation, on va pouvoir conditionner avec elle le passage de la séquence 1 à la séquence 5, parce que on a compris tout de suite, au travers de l'évaluation de la séquence 1, que la personne maîtrise bien ce sujet-là, et donc on va la faire passer au sujet 5, 6, et pourquoi pas lui proposer des sujets 7 et 8 que l'apprenant lambda ne suivra pas, puisque on va garder le temps de formation, hein, on va garder par exemple 30 minutes pour la formation, et comme on lui a permis de sauter entre guillemets des classes au travers de son module, eh bien, on va lui permettre d'aller plus loin avec des contenus d'expertise qui permettront de l'engager et de l'emmener encore plus loin, et non pas de lui faire suivre des modules euh, durant lesquels, en fait, la connaissance était déjà acquise, ce qui va l'ennuyer fortement et certainement le faire décrocher. Un autre point important pour construire nos contenus, dans la scénarisation, c'est que ces scénarisations soient pertinentes, non pas par rapport au contenu du savoir à transmettre, mais pertinentes par rapport à l'expérience qu'on vient greffer autour de ce savoir. Il est clair que si je dois comprendre comment je dois régler des conflits interpersonnels, il est beaucoup plus facile de le faire dans une situation narrative réelle, de cas réels, de faits qui ont existé, par exemple, plutôt que dans une transmission brute du savoir sur une mécanique de prise en charge de conflits qui sera très difficile pour les apprenants trop pragmatiques ou qui ont un peu de mal avec qui ont un peu de difficulté, on va dire, à donner de la perspective à la connaissance pour l'intégrer dans leur contenu et dans leur vie professionnelle ordinaire. Eh bien, ces personnels-là vont rester coincés avec une mécanique qu'ils ne voient pas vraiment comment mettre en œuvre au sein de leur service. Alors que leur faire vivre l'expérience d'un vrai conflit avec des vrais personnages qui peuvent être, enfin, qui sont proches de leur métier, eh bien là, la mécanique qu'on va proposer, qui est fluide et qui est intégrée, va être beaucoup plus facile à transmettre. Le troisième élément important pour travailler l'immersion, c'est d'utiliser véritablement tous les sens qui sont mis en action lors d'une expérience de module de formation, qui est une expérience multimédia. Dans cette expérience, l'esthétique visuelle doit également être l'expérience auditive doit elle aussi être puissante. L'expérience sensorielle également, hein. On peut amener des éléments qui sont proches de la kinesthésie. Euh, tous ces éléments auditifs, visuels et kinesthésiques jouent un rôle clé dans l'apprentissage de l'apprenant. On peut susciter des éléments comme par exemple le son. Donc, le son est un élément fondamental. Je vais vous donner un exemple. Regardez Apocalypse Now, la scène où les hélicoptères arrivent sur la plage.
et regardez cette scène en coupant le son. Vous allez voir que on est plus proche d'un épisode de Nicolas Hulot plutôt que d'une grande scène guerrière avec beaucoup d'émotions. Le son est fondamental dans les relations de l'outil à l'apprenant et souvent très très mal exploité dans les modules de formation e-learning. C'est un peu le parent pauvre, alors qu'effectivement, on peut apporter à la fois de la narration, des voix, de multivoix, des voix qui sont des voix d'acteurs joués et non pas simplement des choses lues, qui peuvent être des sons, des inputs sonores, des mises en contexte, des sons à écouter et sur lesquels on va demander des interactions. Tout ça permet d'avoir une meilleure interaction avec l'apprenant et de l'impliquer. Au niveau des images, on note un lien direct entre la beauté, qui est associée à des émotions positives, et donc l'esthétisme des modules est véritablement fondamental pour la qualité de transmission des éléments de connaissances. Quand je regarde quelque chose et qui me semble apaisant, parce que beau, eh bien, j'ai plus de facilité à entrer dans le contenu plutôt que quelque chose de rugueux, parce que la médiatisation du contenu a été bâclée ou utilise des images de très mauvaise qualité, décontextualisées. Un autre exemple, ce sont des images professionnelles dans le cadre qu'on a prises dans un service, mais on n'a pas pris soin de tout ranger dans l'environnement. Ça n'est pas à l'image de ce qu'on veut faire passer. La personne ne porte pas ses équipements de protection individuelle, elle ne pratique pas les gestes qu'elle devrait faire. Tout ça contribue à rendre l'expérience fausse et créer un détachement entre l'apprenant et ce qu'il est en train de regarder. Il faut vraiment être très concentré sur la médiatisation pour qu'un module puisse être efficient. Un nouvel aspect des interactions possibles et de la gamification de modules, c'est de plonger l'apprenant dans une scénarisation ludifiée avec la proposition de jeux, de quiz, de sondages, d'exercices, toutes ces interactions qui se déroulent au fur et à mesure de l'action font que l'apprenant est en permanence en interaction avec son outil, est en permanence en train de cliquer, de résoudre des problèmes, résoudre des énigmes, d'enquêter. Il peut jouer le rôle du reporter. Il a des jeux et des casse-têtes à résoudre. Tout ça va faire que l'apprenant va être totalement impliqué dans cette expérience qui va durer à peu près une trentaine de minutes. Il va sortir de cette expérience avec un sourire. Pourquoi? Parce que euh, toute la connaissance que l'on souhaitait transmettre, on l'a distillée, on l'a transmise de manière inductive dans la formation. Et c'est ça l'intérêt véritablement de travailler sur la ludification des contenus. La majorité de ces outils permettent un taux de mémorisation nettement supérieur à un module traditionnel de formation. Le jeu est véritablement le fondement de l'apprentissage. Vous-même, moi-même, tout le monde, nous avons tous grandi et construit nos connaissances, notre relation aux compétences, à l'habileté, au travers de jeux que nous avons depuis notre plus jeune âge utilisés. Et ces jeux, en fait, aujourd'hui, tous les adultes conservent en fait une grande part d'amour pour le jeu. Alors, je parle bien de jeu, pas de jouet. Le jouet une poupée, par exemple, est un jouet, mais si je prends un ballon, c'est un jouet également, mais si je prends ce ballon et que je le mets dans un terrain avec des lignes, des contours, une organisation, des règles, des participants, un rythme, etc., ça devient un jeu. Et ce jeu est structurant.
Donc, tous les jeux sont des éléments très structurants puisqu'ils sont à l'image de la vie. Il y a des règles, il y a des objectifs, il y a des aspects plus compétitifs ou plus collaboratifs. Mais l'ensemble de ces jeux participent à construire qui nous sommes. Or, dans les modules de formation, profiter en fait de ces mécaniques ludiques est un vrai plus, est un plus immersif. Alors, qui dit jeu dit type de personnalité d'apprenant. Pour obtenir une bonne immersion, il faut s'attacher à ce que on ait bien cartographié qui sont nos apprenants. C'est essentiel. On s'attache beaucoup à cartographier les connaissances que l'on va transmettre aux apprenants, mais finalement, on connaît assez mal ces apprenants. On les a mal classifiés et en les classifiant mal, on leur propose des contenus qui ne sont pas adaptés à ce qu'ils souhaitent, à leurs appétences, on va dire. Alors, moi, je vous propose de découvrir la taxonomie de Bartle, qui est une taxonomie qui permet de classifier les types de joueurs de jeux vidéo et qui s'adapte assez bien au e-learning. On peut créer assez facilement le lien entre entre les deux univers. Alors, elle divise en fait les joueurs, les types de joueurs, qui sont en fait des types d'apprenants, en quatre préférences cérébrales. Alors, les noms, je les laisse à Monsieur Bartle. Hein, en tout cas, il les a classifiés de cette manière-là. Donc, il y a les killers, qui sont des joueurs qui cherchent à aller droit au but, qui cherchent à affirmer leur supériorité, leur capacité, leur connaissance, et notamment en défiant les autres participants. Donc, c'est des personnes qui adorent les aspects compétitifs dans le jeu. Les compétiteurs, ce qui est fait une traduction d'une catégorie de joueurs qui, eux, sont plutôt dans la maîtrise du contenu. Hein. Ce sont les apprenants experts qui adorent aller très loin dans les notions et sont très, euh, ils adorent atteindre leurs objectifs. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour eux. La troisième catégorie sont les explorateurs, qui sont, eux, motivés véritablement plus par la découverte de tout ce qu'il peut y avoir en plus autour de la notion plutôt que la notion que l'on souhaite fabriquer. Euh, c'est une catégorie assez importante de joueurs, notamment chez les jeunes qui ont été habitués dans les jeux vidéo à aller chercher les contenus supplémentaires. Donc, ils fouillent les interfaces à la recherche de contenus complémentaires. Et ça, on peut le faire dans un module de formation. On peut effectivement injecter un certain nombre de petits contenus complémentaires, de petits jeux complémentaires qui seront naturellement captés par ce type de cible et on obtiendra véritablement un taux, une attention très forte sur ce type de profil de joueur. Et enfin, la quatrième catégorie sont ce qu'on appelle les socialiseurs, qui sont en fait des joueurs qui entendent le jeu au travers d'une expérience collective. C'est-à-dire, ce sont les interactions avec les autres joueurs, les interactions avec leurs pairs, qui les intéressent dans le cadre du jeu. Et ça, ce sont des relais aussi et des facteurs importants d'engagement pour ce type de cible. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on se dit, ah, du coup, en fait, on a quatre types de joueurs, comment va-t-on faire? Eh bien, on peut mixer. Alors, soit naturellement, vous connaissez très bien votre cible et vous avez reconnu un type de joueur, et auquel cas, il faudra naturellement mettre en place la typologie qui correspond et les types de jeux qui correspondent à la cible, ou vous vous dites, bah, moi, j'ai un groupe un peu hétérogène et je vais plutôt essayer d'injecter un peu de killer, un peu d'explorateur, un peu
de compétiteurs et un peu de socialiseurs, de manière à ce que je puisse être certain qu'à un moment ou à un autre dans le module, je puisse avoir ces petits plus qui vont véritablement booster l'attention. Encore une fois, un module de formation, c'est en règle générale une trentaine de minutes, et donc il faut aller assez vite pour motiver l'apprenant. Il peut être très vite motivé ou très vite démotivé dans le cadre du suivi de son module. On va revenir également sur une notion importante qui sont en fait les adaptations que l'on peut faire dans les modules pour chacune de ces cibles. Donc, par exemple, pour des apprenants plutôt visuels, il faudra privilégier les graphismes, des jeux basés sur la reconnaissance d'objets, le motif, des avatars personnalisables, ce type de médias. Les apprenants auditifs, eux, bénéficieront naturellement d'éléments sonores, de quiz basés sur l'écoute, de sons à écouter et à reconnaître. Ces éléments sont également importants. Encore faut-il naturellement avoir bien défini sa cible. Des apprenants kinesthésiques, par exemple, apprécieront les jeux nécessitant des mouvements physiques ou des interactions tactiles. Il est possible aussi d'organiser des choses de ce type-là en suivant des modules de formation. Pour les apprenants plutôt logiques, naturellement, on peut créer des jeux basés sur la résolution de problèmes ou des jeux plutôt stratégiques. Et pour les apprenants plutôt dans le profil socialiseur, on permettra à l'apprenant de pousser l'expérience d'apprentissage du module dans un forum, dans un partage, dans un travail collectif qui peut être organisé suite au suivi de ce module. Ces éléments-là seront fondamentaux pour pouvoir fixer la connaissance, car la connaissance se fixera chez ce type de personnes uniquement dans le partage. En partageant la connaissance avec les autres, ils la feront sienne. Les apprenants solitaires, ils existent, préféreront, eux, des modules plutôt indépendants, avec des objectifs clairs, et les apprenants plutôt linguistiques trouveront leur compte avec des jeux basés sur des mots ou des scénarios complexes, des éléments très narratifs. Donc ça, ce sont des, des solutions qui vous permettent en fait effectivement d'améliorer l'immersion des modules. Alors, on a commencé à évoquer tout à l'heure les feedbacks. Euh, les feedbacks dans la formation sont, à mon sens, fondamentaux. Bien souvent, les modules sont assez plats, c'est-à-dire qu'en fait, je suis spectateur du module, j'avance, je ne fais que regarder en fait les écrans, lire les contenus ou écouter les audios qui me sont proposés, euh, mais je ne suis pas en action, je suis totalement passif. Donc ça n'est pas possible pour obtenir un bon taux de mémorisation, un bon taux d'engagement. Les interactions doivent être permanentes. Il faut multiplier les inputs, multiplier les événements dans le module pour provoquer des clics. Euh, la qualité et la diversité des médias doit participer également à ce qu'il y ait des rebonds, un rythme dans le module, que tout ne soit pas linéaire. Hein. Il peut y avoir des moments plus faibles et des moments très forts, des moments très visuels et des moments où on va plutôt se poser et poser la notion qu'il faut retenir. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, on ne passe pas à la séquence suivante sans qu'on ait validé que cette notion soit acquise. Sinon, on va créer effectivement une succession de mini-échecs et qui créera un grand échec à la fin du module. Un autre aspect plus méconnu des feedbacks, c'est la stratégie SCORM. Tous les modules de formation e-learning sont en règle générale diffusés via une plateforme de formation et sont normalisés SCORM. C'est peut-être une notion que vous connaissez certainement d'ailleurs. Et il y a deux types de SCORM aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les monoscos, qui est en fait
un grand module qui est encapsulé dans une seule et même grande capsule, c'est-à-dire que je me connecte à ce module, je suis le module, j'ai une évaluation à la fin, je sors du module. Ce que je remonte dans la plateforme, c'est éventuellement euh, un taux de complétion du module et un score qui va être le score final. Et c'est assez pauvre, hein, puisque on va avoir simplement cet élément-là pour juger de l'efficience du module. On n'a aucun retour sur la satisfaction de l'apprenant, naturellement, et la plupart du temps, il n'y a pas de traitement d'ailleurs du résultat de l'apprenant, puisque dans la majorité des modules qui proposent une évaluation finale, il n'y a pas de traitement de ces résultats. C'est-à-dire que la personne qui était en échec, eh bien, elle est finalement en échec au bout de sa formation et puis sa vie professionnelle continue. Il n'y aura pas de débriefing, il n'y aura pas de, 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 de suivi et peut-être de proposition de nouveaux modules ou de modules complémentaires pour comprendre pourquoi cette personne était en échec. Et donc, comme on le dit toujours, j'ai obtenu mon diplôme avec 10,5 de moyenne, eh bien, je suis 9,5 fois incompétent sur la notion, sur le titre que je souhaitais obtenir. Et je serai professionnel quand même de la même manière que celui qui avait 19 ou 20. Il n'y aura pas de distinction. Et ça, ce sont des éléments, à mon sens, qui ne sont pas favorables du tout à l'engagement de l'apprenant, puisqu'il peut se contenter de faire le minimum. Moi, je propose plutôt des stratégies multiscope, c'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas avoir une grande capsule dans laquelle j'ai le module, mais je vais avoir une multitude de capsules. Toutes ces capsules sont interconnectées entre elles et on va pouvoir créer des dépendances entre les capsules. Ces dépendances vont être générées par exemple, une évaluation au bout de la première capsule. Cette évaluation va pouvoir conduire l'apprenant dans un cheminement qui va le conduire à la capsule 3 après, puis à la capsule 7, 8, 9 et à la capsule 12 au final. Tout ce cheminement est finalement guidé en fait par sa performance au sein des modules. Plus il va être efficient, plus il va réussir, plus son niveau sur la notion est fort, plus il aura un parcours qui sera adapté à ses facultés. Par contre, la personne qui n'obtient pas les bons résultats, bah, elle suivra tous les modules 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et cette stratégie SCO, elle se prévoit dès l'origine des modules et ça va naturellement complètement guider aussi la manière dont on construit le module, la narration et les évaluations. L'apprenant va véritablement, lui, avoir la sensation que le parcours est adapté à son niveau et qui est quelque chose aujourd'hui important puisque l'apprenant numérique aujourd'hui est de plus en plus exigeant et il ne tolère plus en fait des éléments qui sont visiblement mal adaptés ou qui ne sont faits pour un trop grand nombre et pas pour lui. La personnalisation, l'individualisation, l'adaptation, comme on dit aujourd'hui, des parcours, c'est une réalité qui peut être générée via en fait cette stratégie multiscope. Un autre aspect également, c'est qui dit immersion dit je m'immerge non seulement dans le module, mais je m'immerge aussi dans l'environnement de travail du collaborateur, son environnement même quotidien, son environnement non professionnel. Je vais lui proposer des modules qui vont l'accompagner et l'accessibilité aujourd'hui, H24, 7 jours sur 7 d'un module, est un prérequis et qui me semble être euh, indispensable pour pouvoir diffuser des contenus sur des grandes populations. Euh, et donc, mon contenu doit être à la fois accessible sur smartphone, sur ordinateur, sur tablette. Il doit être adapté à la manière dont l'apprenant consomme le numérique. Certains vont adorer, par exemple, des formats de type podcast parce que ils suivent les formations plutôt en voiture, dans le cadre de leur déplacement ou en train. D'autres vont préférer
des choses extrêmement médiatisées, et donc ça sera plutôt le format ordinateur ou tablette, et d'autres encore aiment les choses très très courtes, euh, plutôt de type micro-learning, avec quelques notions, quelques apports forts, et tout cela sur le smartphone, parce que leur temps de formation ordinaire, c'est plutôt 2-3 minutes. Donc, on va tout segmenter pour que, effectivement, ça puisse entrer dans leur organisation et leur manière de vivre la formation. Formation aujourd'hui, elle est non seulement tout au long de la vie, mais elle est aussi surtout tout au long de la journée. Il faut que la personne puisse la consommer quand elle le souhaite et quand il est opportun qu'elle le fasse dans le format, naturellement, qui est le sien et celui qu'elle peut mobiliser dans le cadre euh, de sa formation. Voilà, les 30 minutes sont passées et donc je me permets de vous lancer la balle pour obtenir de votre part des remarques, des questions, des points que vous souhaiteriez que j'éclaircisse. Euh, alors, je me connecte sur le chat. Voilà. Donc je cite Fabrice. Quelle option pouvons-nous proposer aux personnes qui ne sont pas joueurs et qui voient le jeu comme infantilisant, même si cela reste une minorité? Alors, effectivement, l'idée que le jeu soit infantilisant est une posture. C'est-à-dire que euh, tout le monde joue et tout le monde a construit. L'apprentissage est un jeu. Donc, euh, tout a été construit sous forme de jeu. Après, il y a des jeux plus ou moins sérieux. Hein. D'ailleurs, dans les jeux professionnels, les serious games, on va poser le curseur entre très serious ou très game. Hein. La plupart du temps, on est orienté très serious par nos clients. En fait, le jeu, ça n'est pas du tout quelque chose qui est infantilisant s'il fait appel d'abord, s'il s'inscrit dans le type de personnalité et préférence cérébrale de votre collaborateur. Deuxièmement, si le jeu lui pose problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va être impliqué dans le jeu et que ce jeu, il va commencer à avoir un peu de mal à le résoudre, il va plus trouver ça du tout infantilisant. Hein. C'est-à-dire que là, on va le mettre au défi de pouvoir résoudre le problème et ce côté infantilisant va basculer dans le côté expertise. Euh, voilà, il n'y a pas de profil de personnes qui ne jouent pas. J'ai eu par le passé des personnes qui me disaient que, effectivement, notamment, je me souviens d'une personne dans le monde de la santé, une cadre de santé, qui ne voulait pas suivre un serious game, parce qu'elle me disait que elle ne jouait pas et qu'elle interdisait à ses enfants de le faire aux jeux vidéo et que donc il n'y avait pas de raison qu'elle le fasse elle au travail. Euh, Sauf que quand elle s'est aperçue que le jeu vidéo dont on parlait était une simulation professionnelle euh, totalement réelle en 3D et que tout ce qu'elle faisait dans le jeu, c'était de la simulation de la vie réelle et qu'elle pouvait de la même manière sauver son patient ou lui provoquer un choc grave, et bien tout d'un coup, c'est devenu beaucoup plus impliquant et elle avait totalement oublié qu'on parlait d'un jeu vidéo. Euh, vous voyez que en fait, tout va correspondre en fait à la sensibilité de la personne. Alors, on me dit, on ne peut pas concevoir la formation qui plaira à tout le monde. Ils ont tous des préférences d'apprentissage différentes. Si on s'adresse à 1000 personnes, devrait-on créer une même formation à la fois en forme de podcast, de e-learning et de mobile? Alors, bonne question. Euh, Effectivement, quand on s'adresse au plus grand nombre, c'est-à-dire que je m'adresse à une grande population, je fais un module RGPD, je travaille dans un grand groupe, j'ai 5000 apprenants, je dois diffuser mon module. Effectivement, on peut se dire que on doit faire quelque chose qui soit le plus transversal possible.
Toutefois, au sein du module, je peux injecter des activités qui, elles, seront spécifiques et permettront de motiver une petite partie de la cible à chaque fois. On peut créer une sorte de mix pédagogique, de mix learning au sein même d'un module pour essayer de mobiliser tout le monde. Ensuite, la déclinaison multi-support, eh bien oui, bien sûr, effectivement, c'est une très bonne idée, Nathalie, puisque créer un module de formation e-learning d'environ 30 minutes, proposer en simultané une déclinaison podcast de 4-5 minutes et peut-être une expérience visuelle de type vidéo à regarder, de teaser pour smartphone, oui, effectivement, c'est une excellente idée et il faut prévoir dans ce cas-là, dès la conception des outils, non pas un outil, mais une succession d'outils qui permettent d'aller à l'objectif. Pourquoi concevoir un seul outil? Il n'y a pas de raison spécifique. On peut concevoir effectivement une suite d'outils qui seront tous pertinents et qui permettront d'englober en fait l'ensemble de la cible. Avez-vous une méthode ou outil pour identifier le profil de joueur des participants en amont de l'action? Oui. Alors, effectivement, nous avons un ensemble de tests qui permettent effectivement de classifier, on va dire, les grands types de joueurs et de repérer, par exemple, sur une population s'il y a une préférence cérébrale qui est très marquée. Et c'est souvent le cas. Euh, je pense pas vous surprendre quand je vous dis que, par exemple, quand je fais une formation, euh, un module de formation e-learning dédié euh, aux IPSI, aux écoles d'infirmières infirmiers, je pense que vous ne serez pas surpris de savoir que le côté socialiseur est très important, puisque on a là une cible de personnes qui sont extrêmement dans l'empathie, extrêmement dans la communication. Et donc, pousser le module de formation e-learning qui, lui, va être, par exemple, un grain de connaissance et le pousser au travers d'un forum dans lequel on va trouver d'autres ressources et des échanges entre apprenants avec un contrôle et un coaching par un pair, qui peut être, par exemple, un cadre de santé et formateur. Ça va vraiment être très favorable pour que cette connaissance soit acquise par les apprenants. Une fois acquise, elle sera fixée. Et ça, c'est plutôt une bonne notion, une bonne idée, puisque on sait qu'un module de formation e-learning, il en reste à peine un tiers au bout de 2-3 mois, et il en reste vraiment pas grand-chose au bout de 6 mois. Et donc, on peut aussi imaginer multiplier les outils. C'est-à-dire que plutôt que de créer un module de formation et de le diffuser, on crée un module de formation peut-être un peu plus court, et puis on garde du budget pour faire en fait un rappel du module sur un module beaucoup plus court, donc un premier module de 30 minutes, un second module de par exemple 5 minutes, qui sera en fait envoyé aux apprenants à 3 semaines ou à un mois, et puis une piqûre de rappel, peut-être sous la forme d'un teaser, quelque chose de très dynamique, très court, 30 secondes, 45 secondes, qui pourra être réenvoyé effectivement au bout de 2 mois ou 3 mois. Et ça va vraiment participer à la fixation de la connaissance. Comment construire un apprentissage dans un groupe très hétérogène avec des niveaux de savoir différents? Alors, euh, si le groupe est véritablement hétérogène, hein, parce que je mets des doutes là-dessus, j'ai moi-même fait beaucoup de formations présentielles par le passé, et au final, si le groupe qui se présente semble être hétérogène, il a bien souvent en fait des points communs importants, puisque s'il est là pour une formation, c'est que l'objet de cette formation en fait est la poursuite d'une pratique professionnelle, par exemple. Et donc souvent, en fait, les gens ont l'air peut-être différents, mais ils ne le sont pas tant que ça. Mais ok, on ne sait pas encore quel est le groupe. Alors, le premier élément, bah, c'est de les connaître. C'est-à-dire que si le groupe vous semble hétérogène, tout de suite, il faut avoir les bons outils pour évaluer cette population et obtenir des feedbacks pour que vous sachiez
qu'effectivement, vous avez plutôt un groupe créatif, plutôt un groupe pragmatique, plutôt un groupe qui va aimer les relations sociales, ou plutôt un groupe qui est, lui, basé sur plutôt l'appétence aux performances. Voilà, c'est un élément fondamental. Tout comme vous pouviez le faire en formation présentielle, de la même manière, un module de formation e-learning doit proposer euh, cette classification et vérifier qu'effectivement ces apprenants sont-ils véritablement hétérogènes. Moi, je ne le crois pas. J'ai bien souvent des groupes plutôt hétérogènes au sens d'une multiplicité de types de professionnels, mais tous vont dans le même sens et tous ont un même esprit. Hein, il y a bien souvent, quand on vous embauche dans une entreprise, parce que vous êtes dans l'esprit de l'entreprise, vous êtes à l'attendu en termes de soft skills, par exemple. Et déjà ça forge une manière d'aborder les gens de cette entreprise. Euh, je, on peut faire 2 modules de formation sur le même sujet dans 2 entreprises différentes, avec 2 entreprises qui ont des philosophies différentes. Les modules seront différents automatiquement. Hein. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas une hétérogénéité totale. Il y a bien en fait des groupes de population et, et un esprit dans ces groupes. Maintenant, proposer les tests en amont. Selon les tests, faites un multiscope et adaptez les contenus de la formation aux populations. Alors, je sais bien que c'est beaucoup plus compliqué à construire. Ça va vous demander beaucoup de temps, de réflexion pour construire un outil performant, mais pour le coup, il le sera vraiment. Et ça ne sera pas l'outil de tout le monde et l'outil qui n'engage personne et avec des résultats au final extrêmement décevants. Hein, les outils qui sont construits pour tout le monde, généralement, d'ailleurs les quiz sont aussi construits pour tout le monde, et combien de fois on m'a-t-on demandé de faire des quiz pas trop compliqués parce que l'idée c'était que tout le monde obtienne le niveau et non pas qu'on puisse véritablement faire une évaluation du groupe. Euh, et donc voilà, après tout dépend de vos objectifs. Si on vous a demandé de monter une population d'un point A à un point B et que il faut évaluer cela, que l'ensemble de la population soit passée au point B. Je vais vous donner un exemple. Je construis un module de formation dont l'objectif est de prendre en main un nouveau logiciel qui va être lancé à l'échelle mondiale. C'est un logiciel de prise de commande. Il va être lancé à l'échelle mondiale tel jour. Et donc, ce qu'on vous demande à vous, c'est de construire le module qui va permettre de monter en compétence l'ensemble des populations utilisatrices et être certain que la veille du lancement du logiciel, tout le monde ait obtenu euh, une note suffisante à l'évaluation de je sais utiliser le logiciel, oui ou non. Euh, et donc, fatalement, la construction du module que vous allez produire et va être orientée vers l'évaluation plutôt finale du module. Hein, puisque ce qu'on vous a demandé, c'est que les personnes passent du point A au point B. Et donc, forcément, vous allez tenter de le faire de manière la plus médiatisée possible, la plus intelligente possible, parce qu'on vous a demandé à vous une performance. Et la performance, c'est d'avoir passé tout le monde du point A au point B. Maintenant, si on vous demande la même chose, mais qu'on vous demande simplement de former les personnes au logiciel, c'est pas pareil. Parce que là, finalement, si vous n'avez que 40 ou 50% des personnes qui obtiennent une note suffisante à la fin, vous avez fait votre travail, vous avez donné l'information, et puis ben, malheureusement, tout le monde n'a pas atteint le niveau. Mais vous voyez, en fait, l'objectif de démarrage va vraiment conditionner le type d'outil que vous allez proposer ensuite. Alors, la référence, s'il vous plaît, pour la taxonomie des joueurs, celle que l'on vous propose, c'est la taxonomie de Bartle.
vous pourrez la récupérer, on mettra le replay, donc vous pourrez récupérer effectivement l'orthographe si vous le souhaitez de ce chercheur. Et il y a il y a eu beaucoup de thèses hein, dans le domaine, donc il y a d'autres taxonomies que celle-là. Celle-là a l'avantage d'être assez efficace sur une cible professionnelle. Il y a d'autres taxonomies qui sont plus formation initiale, on va dire. Celle-ci s'adapte bien à la formation continue. C'est pour ça qu'on vous la propose. On retrouve vraiment ce type de personnalité dans les entreprises. Recevoir une formation multiniveau, multi-support et multilangue paraît une tâche titanesque et chère. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider? J'attendais la question sur l'intelligence artificielle naturellement. C'est le sujet de tout le monde aujourd'hui. Alors, multiniveau, multi-support, multilangue. Alors, multiniveau, multi-support, non, ça ne coûtera pas plus cher. Puisqu'en fait, euh, que l'on conçoive dès l'origine un module Monosco avec un contenu de type pédagogie transmissive, déductive, très traditionnel, formation initiale, euh, euh, ou concevoir un outil multisco, plutôt formation inductive, plutôt formation continue, très sincèrement, l'ingénieur pédagogique n'y passera pas beaucoup plus de temps. C'est simplement qu'il sait qu'il doit créer en fait des passerelles entre les séquences. Ces séquences seront beaucoup plus marquées naturellement, mais c'est qu'une question de prérequis à l'origine, à la base de la conception. Et ça ne jouera pas non plus sur la médiatisation. Est-ce que ça jouera sur la programmation? Peut-être un tout petit peu, puisqu'en fait, il y aura plusieurs Point Story, si vous travaillez avec Storyline ou d'autres logiciels, mais il y aura plusieurs packages qui devront être engendrés plutôt que un, mais c'est pas dit non plus que ça demande beaucoup plus de temps. Ça demande par contre un prérequis, c'est que votre plateforme LMS gère le multiscope. Hein, et donc on va parler plutôt de SCORM 2004. Malheureusement, les plateformes SCORM 1.2 sont en règle générale monoscope. Euh, et donc, ça ne sera pas possible sur ces plateformes-là. Donc, c'est plus un enjeu de contexte et de choix de plateforme LMS pour pouvoir le faire. Après, le multilangue, alors là, le multilangue, c'est encore autre chose, hein, c'est-à-dire effectivement intégrer dans ses contenus le multilangue peut être un coût très très important si on considère que on développe autant de points story que de langues. Effectivement, s'il y a beaucoup de modules, ça peut très très vite chiffrer. Maintenant, comment l'IA peut intégrer tout ça? Eh bien, par exemple, nous utilisons beaucoup l'IA pour les voix off. On utilise Murphy, par exemple, pour générer les voix. C'est assez apprécié en fait des clients puisque l'IA maintenant permet d'avoir des voix qui sont assez proches de la voix réelle. Alors, on n'a pas la qualité naturellement d'un acteur de voix off qui va lui véritablement jouer le texte qu'il va donner, mais ça peut aider et ça peut effectivement être une source d'économie importante. Comment l'IA peut également interagir, ben, c'est sur le côté adaptatif hein, dans les plateformes. Effectivement, le conditionnement des scores entre eux que j'évoquais tout à l'heure peut être fait soit par la programmation des modules, soit par la plateforme qui, elle, va observer les résultats obtenus par l'apprenant et moduler en fait le parcours proposé et prendre la place un peu du pédagogue hein, quelque part, dans la mesure où naturellement ça a été conçu comme ça, hein, puisque c'est pas l'IA qui va, pour l'instant en tout cas, construire totalement les contenus. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA permet de générer, par exemple, de la traduction, permet de générer des voix, permet de générer même des contenus. Hein, si vous demandez à ChatGPT sur un sujet de vous proposer une scénarisation, ben vous allez voir que il sait le faire. Il peut même ensuite s'adapter aux différents publics. Hein. Vous pouvez lui redemander la même scénarisation, un peu plus pour des apprenants compétitifs, un peu plus pour des apprenants empathiques. Vous allez voir qu'il va générer en fait des contenus différents.
Maintenant, pas, tout cela est encore un petit peu poudre aux yeux, hein. En règle générale, c'est vrai que l'interaction, l'outil IA comme véritablement un outil d'aide et d'assistance pour faire des économies sur les modules, ça c'est une réalité aujourd'hui. Par contre, outil de construction et d'intelligence pédagogique, non, pas encore. Et donc, ma réponse pour Nathalie est que effectivement, c'est certainement plus complexe à imaginer un parcours comme ça, mais c'est pas forcément beaucoup plus cher, hein. Donc, ça vaut le coup de se mettre autour de la table quelques heures pour essayer de construire un parcours plus smart et plus adapté du coup aux apprenants, qui va proposer beaucoup plus d'engagement. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Si je fais un podcast et un mobile en plus de mon e-learning, c'est une autre pédagogie. Alors, non, on peut utiliser le même modèle pédagogique sur plusieurs outils de diffusion. Le modèle pédagogique, ça va par exemple être d'avoir choisi de travailler sur une pédagogie inductive. Hein, donc, vous voyez, une pédagogie inductive, c'est partir des exemples pour revenir à la notion ensuite, à la différence de la pédagogie déductive qui, elle, va proposer, qui est plutôt celle utilisée à l'école, on va proposer une idée, un concept, puis on va dire comment on y arrive, la méthodologie, puis ensuite les exemples et les exercices. Ça, c'est vraiment cette logique déductive qui est celle utilisée à l'école et que beaucoup d'apprenants ont aussi gardé en tête, hein, quand ils construisent des contenus, notamment les formateurs, qui ne sont pas tous des formateurs. On a beaucoup de formateurs dans les centres de formation qui sont des experts de leur métier, des experts de la conduite de ligne, des experts en méthodologie, en management, etc., etc., mais qui sont pas forcément des experts en pédagogie. On retrouve le même problème à l'école. C'est que finalement, la formation à la pédagogie est rarement effective dans les centres de formation professionnelle. Donc, moi, je privilégie une pédagogie plutôt inductive, mais c'est plutôt une appétence personnelle, parce que je pense que des professionnels qui ont quitté les bancs de l'école depuis longtemps sont plus séduits par une approche qui n'est pas une approche, cette approche qu'ils ont connue par le passé, qui ne pas forcément laissé que des bons souvenirs à certains, et donc quelque chose de plus personnalisé, de plus pragmatique, plus pratique, et souvent une meilleure approche. Voilà. Donc moi, je préfère la pédagogie inductive, mais parfois la pédagogie déductive, la pédagogie par ses pairs, peut être également intéressante, hein, naturellement. Mais l'ensemble des types de pédagogie, hein, qu'elles soient dans un sens ou dans un autre, sont mobilisables sur quels que soient les outils utilisés. C'est simplement que, par exemple, sur le podcast, je vais plutôt partir de quelqu'un qui me raconte une histoire. C'est un professionnel, il est sur le terrain, il est en train de vivre quelque chose. Et puis ensuite, je vais revenir sur qu'est-ce qui s'est passé. Et puis je vais enfin revenir sur la notion de base, c'est-à-dire le pourquoi de tout cela. Ça, je vais être plutôt dans l'induction et via une narration de ce type-là, avec la mise en scène d'une personnalité réelle, une vraie expérience de terrain, des vrais sons de terrain, eh bien, je vais pouvoir créer une immersion assez intéressante en podcast, par exemple. Voilà, le temps est écoulé. Je vous remercie tous pour votre participation. Je suis à votre écoute et je suis disposé naturellement à répondre ou à partager ou à discuter de ces notions. Vous pouvez me joindre facilement chez Audace et je vous proposerai en fait
le document que vous venez de voir en replay. Et pour ceux qui le souhaitent, effectivement, on pourra également vous transmettre le PDF qui reprend en fait les différentes slides et l'envoyer sur vos boîtes mail pour ceux qui nous laisseront effectivement leurs coordonnées. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour un nouveau webinaire Audace. Au revoir.